Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. 56, c'est le chiffre du jour. 56 comme le nombre de cas testés et déclarés positifs au Covid-19. 56 cas en l'espace de 3 semaines. Des cas qui se multiplient surtout depuis la mise sur pied par le gouvernement du Cameroun des 13 mesures visant à freiner l'évolution de la pandémie. À l'analyse des comportements des Camerounais et Camerounaises, le coronavirus semble encore être très lointain. Une affaire des autres, diraient certains. Comment comprendre que le point 4 des mesures gouvernementales sur l'interdiction de tout rassemblement de plus de 50 personnes ne soit pas respecté des Camerounais et des Camerounaises? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufelet. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus au Cameroun, une affaire pas toujours prise au sérieux. Pour en parler, je suis avec le docteur Ngoula Roger. Bonsoir, docteur. Bonsoir. On va commencer par le rituel, docteur. Oui, je crois. Ah, vous avez... Oui, je suis venu avec mon gel. Oui, bien sûr. Désinfectant, c'est bien. Voilà. Vous êtes médecin spécialiste en médecine interne, hépato-gastro-entérologue, diplômé de l'Université catholique de Louvain. Nous sommes en Belgique, ancien interne des cliniques universitaires Saint-Luc. C'est bien cela? C'est exact, oui, merci. Bienvenue, docteur. En face de vous, le docteur Étoile Roger. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Alain. Vous êtes médecin de santé publique, président du réseau des médecins du district du Cameroun, Rémédic en abrégé. C'est bien cela. C'est bien cela. Voilà, bienvenue. J'ai oublié. Ok, merci. Ok, le rituel. Madame, monsieur, vous l'avez compris, nous avons, par principe de distanciation, convoqué, invité, on va le dire comme ça, 2 personnes sur notre plateau. Ils sont là, on dit, c'est plus d'1 mètre d'écart, c'est bien cela? C'est exact. Voilà. Docteur, une question qui taraude les esprits. La parole, là, qui veut la prendre? Le casque, le masque, qui doit le mettre? Docteur Ngoula. Qui doit mettre le masque? Le personnel soignant. Oui. Médecins, infirmiers et les patients qui sont suspects d'être contaminés ou d'avoir rencontré sur leur chemin des porteurs de virus ou le virus. C'est un grand débat. Oui. Est-ce qu'il faudrait que toute la population se mette à porter le masque? Pour ma part, je ne pense pas. En l'état actuel, je ne pense pas que toute la population du Cameroun, 25 millions d'habitants, doit pouvoir porter le masque. Mais il y a des conditions très claires et bien précises dans les hôpitaux, pour l'instant, des hôpitaux qui ont eu à recevoir des malades suspects, des services hospitaliers où on soigne des malades atteints de grippe, de toux, de difficultés respiratoires. Je pense que le principe de précaution s'impose, sauf si le docteur et toi a un avis différent du mien. Docteur et toi, qui doit mettre le masque? Je ne vais pas contredire mon confrère. Oui. Dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, tout le monde aurait mis le masque. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le masque est une denrée rare. En économie, c'est une denrée rare. Ce n'est pas tous les pays du monde ont du mal à avoir des masques. Même la Chine, au pic de son épidémie, a eu des problèmes à avoir des masques. Elle a dû rappeler des masques à travers le monde. Vous avez suivi l'anecdote des masques qui ont été envoyés en Italie, oui. Et tout ça, qui ont été détournés par un autre pays de l'Union européenne. Donc les masques sont une denrée rare et malheureusement, il faut choisir par ordre de priorité qui doit porter le masque. Comme le docteur Ngoula l'a dit, en priorité, c'est le personnel soignant,
les malades. Mais évidemment, si vous avez l'opportunité d'avoir des masques que vous vous retrouvez dans une zone bondée de monde, au milieu de personnes à risque, peut-être des gens qui viennent d'un pays à risque, si vous avez l'occasion de porter un masque, il ne faut pas hésiter. Dr Ngoula, vous dites que les Camerounais n'ont pas pris la mesure de la chose. Ça, vous me le disiez en off avant cette émission. Alors que la situation est grave. Pourquoi vous en arrivez à cette conclusion? Je vais dire tout simplement que il y a des pays comme l'Italie qui en février était encore à 21, 50, 100 cas de patients contaminés et qui aujourd'hui sont à plus de 5000 morts. Quand on sait que ce virus, un patient contaminé peut contaminer 2,8 à 3 personnes, on peut imaginer la rapidité de la propagation. Si vous suivez l'évolution, quand vous voyez les postes du ministre de la Santé, nous sommes à 56 cas ce matin, ce soir. Quand on voit le comportement des Camerounais, on a l'impression qu'il s'agit de quelque chose qu'ils n'appréhendent pas et qu'ils ne mesurent pas. Et pourtant, le virus est là. Il s'agit d'un virus très dangereux et que personne ne connaît vraiment. Je pense que chaque jour, la science va évoluer et essayer de découvrir ce que ce virus est capable de faire. Mais dans les habitudes des gens, les mesures de distanciation, les mesures de protection, on a vraiment l'impression que nous n'y sommes pas encore. Quand vous passez dans les marchés, vous voyez les mototaximans qui continuent à porter 3 personnes, on est loin du 1 mètre de sécurité. Donc je pense qu'il y a un énorme travail d'information et de communication, mais ce n'est pas un travail qui doit être fait dans 15 jours. C'est un travail urgent parce que demain, à mon avis, il va être un peu tard. Ok. Docteur Etoua, le docteur Ngoula vient de dire que ce virus, personne ne le connaît véritablement. Ça veut dire quoi? Que nous sommes tous condamnés à mort? Il faut dire que c'est un virus. Il est connu depuis. Oui. Le coronavirus, ce n'est pas un virus qui est né aujourd'hui. Il est connu il y a 20 ans, 30 ans. Mais c'est la forme mutante, récente, qui inquiète les scientifiques, qui est apparue en Chine, dans la ville de Wuhan. Oui, à la fin de l'année 2019. Donc c'est un virus mutant qui est très fluctuant, et que les scientifiques n'arrivent pas. Jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on a encore la phase du séquençage du gène, on n'arrive pas encore à maîtriser, parce qu'on dit que c'est une fusion, en réalité, d'un virus, le SRAS, avec le coronavirus, et tout ça dans une autre nomenclature, on appelle le virus SRAS-CoV-2. C'est-à-dire que le nom scientifique, c'est un croisement. Ceux qui élèvent un peu les chiens et tout ça savent qu'il y a des croisements. On peut faire un croisement entre un berger allemand et je ne sais pas, et tout, un Rottweiler et tout. Oui. Donc ce virus est issu d'un croisement entre 2 virus. Et donc il est donc méchant, pour parler un peu comme au quartier. Et donc les scientifiques sont encore en train de l'étudier. Et c'est pour cela qu'on est en train de tester toutes sortes de traitements et tout ça là, mais on n'arrive pas encore à le maîtriser. Voilà, Dr Ngoula, vous êtes tous les deux pour une notion qui revient de plus en plus, le confinement total. Au regard, prenons les 48 heures au Cameroun. On a vu des deuils, des funérailles, des regroupements même pour des activités sportives. Les Camerounais ne prennent pas toujours au sérieux cette affaire? Je pense que la décision du confinement total est une décision qui ne peut pas être prise par le docteur Ngoula ou par son confrère docteur Etoua sur le plateau d'Equinox TV. Nous sommes des techniciens de la santé et nous avons l'obligation de tirer les sonnettes d'alarme. Voyez-vous, quand des pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne ont leur système de santé saturé à ce jour, quand on vous dit qu'il y a 1400 personnes en réanimation dans la France, malgré tous les efforts du gouvernement, et ces efforts doivent être salués, les efforts du Premier ministre avec les 13 mesures, le ministre de la Santé et les hautes instructions du chef de l'État qui a demandé ce conseil interministériel, et la vérité reste que
nous n'avons pas les moyens d'atteindre la saturation de notre système sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous nous retrouvons en situation où il faut 500 malades sous respiration artificielle, je ne pense pas que nous avons les moyens de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut utiliser d'autres moyens. De toute façon, le traitement de cette maladie, c'est un virus, c'est une maladie virale, donc il n'y a pas de médicaments efficaces pour l'instant. Ce sont des traitements symptomatiques, réhydratation, vitamine C, antipyrétique, paracétamol. Donc ce que nous avons à faire, c'est au-delà de cette distance de 1 mètre, au-delà du gel, au-delà de tousser dans son coude, il faudrait que les gens restent chez eux. Et je ne vois pas comment les gens vont rester chez eux en continuant à aller travailler dans le système de fonctionnement et d'organisation que nous avons ici. Moi, je pense, et je vais avoir le courage de le dire, qu'il faudrait un confinement total. Il faudrait que pendant 1 mois, les Camerounais restent chez eux. C'est sûr que c'est difficile à imaginer, c'est sûr qu'il va falloir accompagner ça de mesures exceptionnelles, mais dans le gouvernement de la République et autour du Premier ministre et des ministres, il y a des spécialistes qui sont là pour ça et qui vont réfléchir pour trouver les mesures d'accompagnement. Mais je ne peux pas imaginer qu'on puisse venir à bout de ce qui arrive sans que les gens ne restent chez eux pendant 30 jours. Docteur Toa, vous également, vous êtes pour le confinement total? Alors, il faut, avant de se prononcer pour une telle décision aussi extrême, il faut évaluer ses moyens. Oui. C'est-à-dire, on a le Avons-nous les moyens Voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que nous avons le coronavirus que nous avons sous les bras. Quels moyens avons-nous? Quel est l'état de notre système? Quel est l'état de riposte de notre système? Nous avons vu cette maladie, comme il a dit, terrasser des systèmes de santé français, italiens, espagnols, américains. Après, ramenons ça. Non, là, je ne parle pas d'hôpital, je parle de système de santé. Et quand on parle de système de santé, il faut premièrement, évaluer d'abord la capacité de notre plateau technique des hôpitaux. Ça veut dire, aujourd'hui, si on a un afflux de malades, comme il a dit, on dit en Italie, il y a à peu près 6000 places en réanimation qui sont toutes saturées. Bon, si vous ramenez ça à l'échelle du Cameroun, je n'ai pas envie de donner les chiffres, mais vous pouvez diviser ça au moins par 1000 ou par 600 000 si vous voulez. Donc, pour voir un peu la proportion du Cameroun. Est-ce que nous avons les moyens? Je ne suis pas sûr. Après, la question des plateaux techniques ou des hôpitaux, il y a la question des ressources humaines. Est-ce que nous avons les ressources humaines capables de pouvoir gérer ça, de pouvoir faire face à cette pandémie? C'est un peu difficile. Ces pays dont on parle aujourd'hui, les réanimateurs sont complètement saturés. Ceux qui sont vivants, en fait, sont complètement saturés. Si bien qu'aujourd'hui, en Italie ou en France, qu'est-ce qu'on voit? Quelles sont les professions qu'on voit dans les salles de réanimation? C'est des gynécologues et c'est des urologues. Oui. Ça dit complète. On a même ramené des médecins en retraite, et tout cela qui sont... Bon, après, ramener aussi cette situation à l'échelle du Cameroun. Combien de réanimateurs tout le pays en a? Tout ça, je n'ai pas envie de donner les chiffres, mais vous pouvez imaginer que c'est en quantité extrêmement suffisante. Maintenant, sur la question même de la formation, aujourd'hui, comme je le dis, personne n'est formé à sur ces ressources humaines. Personne n'est formé à la prise en charge de cette maladie. On a vu aujourd'hui que même en Italie, l'armée, la Russie a dû envoyer 6000 médecins militaires virologues parce qu'eux-mêmes n'étaient pas préparés. Donc, donc, la quantité, la qualité, la formation des ressources humaines et tout ça est un problème. Après, il y a la question de la motivation des ressources humaines. En Italie, on a multiplié par 10 les salaires des médecins qui sont au front contre le coronavirus. Peut-on imaginer cette même situation ici dans notre pays? Après, il y a la question même de la protection des ressources humaines. Tous les médecins qui sont au front en Occident sont en train de mourir du coronavirus, tous, alors qu'ils ont déjà le matériel adéquat de protection et même de surprotection. Jusque-là, le personnel de soins meurt comme des mouches. Donc, imaginez la situation ici dans notre pays, c'est complètement difficile. C'est pour ça que je voudrais... Donc, docteur, je finis juste. Oui. Après, donc,
les plateaux techniques, les ressources humaines, il y a la question du financement. Aujourd'hui, on va édicter un certain nombre de mesures de la santé, mais comment on finance? Comment? Aujourd'hui, quand on avait voté le budget du ministère de la Santé en décembre et tout, est-ce qu'on n'avait pas prévu le coronavirus et tout ça? Il y a la question de la mortalité maternelle, du paludisme et tout. On va pas prendre ce budget pour affecter au coronavirus. Donc aujourd'hui, il faut trouver des ressources alternatives urgentes. J'ai par exemple vu une initiative à Mauritanie où les hommes d'affaires se sont cotisés et ils ont mis 8 millions de dollars sur la table pour dire ça c'est notre contribution. Est-ce qu'à l'échelle du pays on peut imaginer une contribution citoyenne, une espèce de coup de cœur? Oui, ça a commencé. Hein, une espèce de coup de cœur. Le ministre de la Santé reçoit des enveloppes. Exactement. Donc on doit créer un fonds urgent où tout le monde, des entreprises citoyennes, des donateurs internationaux et même des citoyens lambda peuvent contribuer à ce fonds pour soutenir. Après, donc, le financement, il y a la question du système d'information sanitaire. C'est-à-dire, comment l'information... Aujourd'hui, on a l'information sur le coronavirus grâce au tweet du ministre. Oui. Alors, comment savoir si quelqu'un... Aujourd'hui, il y a une vague, un avion qui est arrivé là, avec plein de gens et tout. Il y a des gens qui sont allés se cacher. Pourquoi on les repère pas à Nitoukou, à machin, dans les villages? Comment on sait celui-là s'il a le coronavirus? Donc l'information, comment l'information descendante, c'est-à-dire les instructions du ministre, est-ce qu'elles arrivent jusqu'en bas? Et les cas qui sont l'information qui vient d'en bas, est-ce qu'elle remonte jusqu'en haut? Et là c'est un problème. Après le cinquième point, c'est la question du médicament. Aujourd'hui on a ce virus sur les bras. On le soigne avec quoi? Vous connaissez la polémique, on va peut-être revenir sur la chloroquine et tout. Oui. Et même si on trouvait le médicament, aujourd'hui, après, on fait comment pour l'acheminer auprès des soignants? Vous connaissez avec la fermeture des frontières, tout le système est fermé. Comment on va avoir les médicaments? Mais je vais rebondir. Oui, parce que le docteur et toi a fait une très belle démonstration et j'adhère, mais la conclusion de cette démonstration devrait être de dire confinement total. C'est là où je vais... Parce que si le docteur démontre avec beaucoup d'emphase que notre système de santé ne peut pas accueillir tous les malades qui vont arriver, ben, il faudrait juste faire une chose, éviter que ces malades arrivent. Et pour éviter, il faudrait le confinement. Il a soulevé des problèmes importants. En Italie et ailleurs, nous avons vu des médecins chinois, des médecins cubains arriver. Nous ne devons pas attendre pour arriver à cette situation. Je pense que des grandes nations se manifestent et se découvrent face à des difficultés comme celle-ci. Il y a des décisions importantes qu'il faut prendre. Et je pense que chaque jour qui passe va nous rattraper dans la recherche des solutions. Je le dis de manière sincère, nos plateaux techniques, qui ne sont pas mauvais, nos médecins, qui sont qualifiés, notre personnel soignant, qu'on salue parce qu'ils font déjà beaucoup d'efforts, ne peuvent pas gérer une épidémie de coronavirus. C'est impossible. Le docteur a parlé des appareils de réanimation. Au-delà des appareils de réanimation, il faut des sondes d'intubation, il faut des laryngoscopes, il faut de l'oxygène. Très rapidement, on va être débordé. Et au-delà de ça, il y a autre chose. Il y a tous ceux qui vont décéder. Comment nous allons les gérer? Ces patients, on ne les met pas à la morgue. Il faudrait les enterrer dans les 48 heures. Il faudrait les incinérer tout de suite. Alors, avant qu'on arrive... Est-ce que c'est dans nos habitudes? D'abord, c'est pas dans nos mœurs. C'est un problème, d'abord, logistique, parce que nous n'avons pas de crématorium pour les brûler. Il y a un du côté de Bois des Singes. Oui, mais vous savez, ce qu'on va dire, hein, c'est que si on arrive à une situation où nous avons 25 morts par jour, ce sera une catastrophe. Alors, à partir du moment donné où tout le monde semble quand même être d'accord qu'il faut faire quelque chose, au-delà des 13 mesures que nous saluons, que le Premier ministre a données, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et j'ai lu le tweet de Calix Beyala disant que nos populations sont jeunes et que ceux qui décédaient en Europe étaient des gens qui avaient un certain âge. Oui, mais il ne faut pas oublier que nous avons aussi ici des hypertendus, des gens qui ont le diabète, des gens qui ont le cancer, des gens qui ont le VIH, des gens qui sont drépanocytaires. Donc tout ça, ce sont des patients, même s'ils n'ont pas 70 ans,
restent quand même des patients. Des personnes mal à risque. nourries. Et on pose la question, oui, confinement total, et qu'est-ce qu'on fait? Le président Macron disait, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ben, il a dit plus de 3 fois. Ben, au Cameroun aussi. Discours. Au Cameroun aussi, je pense que nous sommes en guerre. Et en situation de guerre, il faut utiliser des méthodes qui sont connues. On a réquisitionné les hôtels. Ben, si nous sommes en guerre, on va réquisitionner les voitures des gens, on va réquisitionner les stocks de Vous riz. parlez d'ici à Douala, il faut réquisitionner l'hôpital La Quintini. Ben, je dirais oui, parce que on ne peut pas, dans une ville comme Douala, continuer à laisser que les malades se retrouvent dans tous les hôpitaux et dans toutes les cliniques privées ou publiques. Je pense qu'il faudrait un centre unique où tous les malades vont se retrouver là-bas. Maintenant, nous avons à Douala quand même des hôpitaux de district, Bonassama, New Bell, Deido, à l'Utième, il y a des cliniques privées où les malades, les communs, pourront y aller. Mais je pense qu'il faudrait centraliser tout cela. L'expérience que j'aurais proposée, c'est de dire, bon, l'hôpital La Quintini, tous les malades qui y sont, on les transfère ailleurs et on garde cet hôpital. Nous avons 10 jours, 15 jours devant nous avant que cette affaire n'arrive vraiment. Ben, on capacite le personnel qui est là. On essaye de mieux organiser. Je sais que le professeur Ndjok fait déjà beaucoup d'efforts, on le salue, mais nous pensons qu'il faudrait une action beaucoup plus forte. Le confrère a parlé des moyens. Oui. Ben, l'État est là. Les budgets, oui, les budgets sont faits, mais s'il faut aller prendre dans le budget de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, du tourisme, ce n'est pas mon rôle, mais il y a des techniciens autour du Premier ministre. S'il faudra trouver 50 milliards... Nous sommes en guerre, comme vous dites. Et puis, on peut aller puiser ailleurs. Nous avons eu la crise du Nozo. Oui. Nous avons eu les déplacés. Nous avons eu des contributions citoyennes qui sont allées très loin. Nous avons vu les Camerounais qui ont donné 100 millions. Oui. Et vous dites que ces initiatives ont commencé. Ben, je pense qu'il faudrait prendre des mesures fortes. On ne paye pas pendant un mois la lumière, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas l'électricité, on demande aux bailleurs de ne pas réclamer les loyers pendant un mois. Il faut leur parler. Hein. Et on met un système de distribution de vivres. Nous avons des mairies. Avec des maires qui sont proches des populations, nous avons des chefs de quartier, nous avons des autorités administratives. Je pense que tout ça peut se gérer, mais ce qu'il faudrait retenir ce soir, c'est qu'en attendant que ceux qui doivent prendre la décision, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre, ne la prennent, que les gens restent chez eux et évitent de sortir quand ce n'est pas nécessaire. Ceux qui peuvent faire des courses pour une semaine, ils n'ont qu'à faire des courses. Mais les mesures de distanciation, c'est très bien. Mais la meilleure des protections, c'est de rester chez soi et d'attendre que les mesures soient prises. Oui, docteur Etouard, il y a le confinement en Italie, en France, mais tous les soirs, on fait un bilan. Toujours encore plus de morts. Comment comprendre ça? Est-ce que le confinement, dites-nous, qu'est-ce que le confinement a de particulier? Bon. Il faut savoir qu'en santé publique, quand on veut résoudre un problème, vous avez deux voies. Vous avez la voie de l'information, l'éducation, la communication, ce qu'on appelle l'IEC. Aujourd'hui, on appelle la communication pour le développement, c'est-à-dire sensibiliser les gens et tout. La deuxième voie, c'est les mesures institutionnelles. Tout ça qu'il faut prendre, que l'État, parce que les gens sont, à un moment, la sensibilisation ne suffit pas, il faut prendre des mesures. Je prends le cas à l'époque de l'iode. À l'époque, on disait il faut manger toujours du sel iodé, on fait des sensibilisations. À moi, ça ne suffisait pas. Après, on a pris une mesure institutionnelle, on a dit tout sel qui n'est pas iodé est retiré du marché. Et après, on a iodé le sel, et après, tout le monde... Et après ça, tous les cas de goitre, de rachitisme, et tout ça là ont régressé. C'est ce qu'on appelle une mesure institutionnelle. Et donc, dans le cadre d'une maladie, d'une épidémie comme le coronavirus, il faut allier les deux. La sensibilisation, c'est-à-dire de dire quand même aux gens, c'est-à-dire que vous savez, l'épidémie, pourquoi l'épidémie paraît si faible dans des pays comme le Japon, la Russie, l'Italie, je veux dire, excusez-moi, la Suisse et tout ça, la Suède. Pourquoi? Parce que ce sont des pays extrêmement, où les populations sont extrêmement civilisées, rigoureuses. J'allais ajouter Israël, où tout enfant, même en bas âge, est déjà sensibilisé à toutes sortes de menaces
nucléaire, biologique et tout. Donc, il suffit qu'on lui dise qu'aujourd'hui, tu ne touches pas quelqu'un, tu restes à plus d'un mètre, tu ne touches personne, tu ne salues personne, tu ne te rapproches de personne. Il intègre ça très facilement parce que ce sont des populations qui sont déjà ordonnées, civilisées. Mais vous voyez, l'épidémie progresse dans les pays où il y a extrêmement l'anarchie. Connaissons la France, vous arrivez en France, Château Rouge et tout ça, machin, sont des boulevard Barbès. Il y a un désordre, il n'y a pas de différence avec le marché Mokolo. Et tout ça, l'Italie, c'est la même chose. Donc, les pays où il y a extrêmement, où cette épidémie progresse de manière fulgurante, ce sont des pays indisciplinés parce que la crise du coronavirus, c'est également une crise de la discipline. Donc, les pays ne sont pas disciplinés. Donc, où il y a de la discipline, on peut juste mettre en œuvre la sensibilisation. Mais où il n'y a pas, il faut mettre en œuvre des mesures institutionnelles, telles que cette mesure qu'on sollicite, que les experts de la santé préconisent, le confinement. Parce que en médecine, il y a ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Ça veut dire que pour qu'on te prescrive du paracétamol ou de la chloroquine, il faut qu'on soit sûr que ça a marché ailleurs. Qu'on a publié des études où on a dit que sur 10 000 personnes, on a prescrit ces médicaments et ça a marché. En santé publique, on appelle ça evidence-based policy. C'est-à-dire des politiques publiques qui ont marché ailleurs. Donc, on ne réinvente pas la roue. Ouais. Ça veut dire que on dit, si le confinement a marché en Chine, au Japon, en Corée, en Russie, évidemment, on transpose pour dire que machin. Donc, ce n'est pas quelque chose où quelqu'un va se rester, va dire que non, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun n'est pas le Cameroun. Le Cameroun doit se comporter comme les autres pays dans le monde. Okay. Et je vais aller plus loin. Je voudrais aller plus loin. Vous voyez l'exemple de l'Angleterre. Au début, ils n'ont pas voulu suivre et se mettre dans le train des mesures européennes. Et ils essayaient, avec la Hollande, de mettre en place ce qu'on appelle l'immunité collective. L'immunité collective, c'est de dire, bon, tout le monde se balade, le virus va rencontrer XY, et puis tout le monde va faire des anticorps. Sauf que dans une période d'épidémie et de pandémie, où le virus se multiplie à la vitesse qu'on connaît et on a des morts, le temps de développer les anticorps, c'est quand même 15 jours à 3 semaines. Résultat, aujourd'hui en Angleterre, ils sont en train de faire marche arrière, et ils ferment les pubs, ils ferment les restaurants, et ils sont petit à petit en train d'aller vers le confinement. Okay. Comme dit le docteur et toi, on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Si ailleurs, c'est par le confinement, c'est pas par la réanimation, c'est pas parce qu'on a mis 100 personnes sous le respirateur que le virus va s'arrêter. Le virus ne s'arrête que quand il ne passe pas d'un individu à un autre. Un point, un trait. Et il faut casser cette chaîne de contamination. Et pour la casser, c'est vrai qu'il y a le gel, c'est vrai qu'il y a les gants, c'est vrai qu'on tousse dans son coude, mais le moyen le plus sûr aujourd'hui et peut-être le moins cher, c'est de rester à la maison. Parce que quand ce virus va arriver, il y aura une modification complète dans l'économie, dans la gestion des hôpitaux et dans la vie des familles, parce que il faudrait quand même qu'on s'apprête à ce que nous allons avoir des morts. Et nous allons devoir gérer nos morts. Nous avons l'habitude d'aller enterrer nos morts dans nos villages. Nous allons enterrer nos morts là où ils sont morts. Nous n'allons pas voir nos morts. Donc, c'est tout ce changement qu'il faudrait préparer. Et moi, je le redis avant de passer la parole au docteur, la seule solution pour moi ce soir, c'est que le gouvernement de la République... Avant vendredi je ne suis pas membre du gouvernement et je ne suis pas président de la République, mais je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence. Expliquer le mécanisme du confinement. Parce que on entend confinement et tout ça, peut-être que c'est une vue de l'esprit. Oui. Alors, comment ça marche, le confinement? Quel est le mécanisme? Alors, il est prouvé que pour casser une infection comme celle-là, il faut que le taux de reproduction de l'épidémie soit inférieur à 1. C'est-à-dire que il faut que, comme le docteur l'a dit, le coronavirus, une personne peut transmettre à peu près à 3 personnes. 3 personnes. Au moins. Oui. Et donc, on s'est dit, avec le confinement, que les interactions humaines sont divisées par 4. C'est-à-dire que si vous ne sortez pas, vous n'allez pas monter sur le moto-taxi, vous n'allez pas saluer un collègue, vous n'allez pas entrer dans un ascenseur, vous n'allez pas appuyer le bouton de l'ascenseur, vous n'allez pas après on ne va pas venir ici ouvrir la porte, tout ça, vous n'allez pas tourner le dos. Vous allez diviser les interactions humaines par 4. Si vous divisez les interactions humaines par 4,
alors vous êtes susceptible de transmettre à moins d'une personne la maladie. Et si tout le monde le fait, l'épidémie s'arrête au bout de quelques jours. Et donc, c'est ça, en fait, le mécanisme. Le mécanisme. Docteur Ngoula, venons-en à ce débat sur la chloroquine. C'est quoi le problème? C'est le médicament miracle? Non, je ne pense pas que ce soit le médicament miracle. Si c'était le médicament miracle, je pense que tous les pays européens, la Chine, les États-Unis, la Corée, le Japon, tout le monde l'utilise. Pourquoi ce débat autour de la chloroquine? Vous savez, les scientifiques, ils ont cette habitude d'avancer et de ne pas avancer. Ce que je voudrais dire, c'est que quand j'étais étudiant en médecine, en Belgique, le professeur Van Ypersel de Striou avait déjà montré que la chloroquine avait un effet antiviral. Et il s'agit d'un virus. Je ne vais pas ici contester les qualités de ce grand virologue marseillais. Ce qu'on va dire ce soir, c'est que nous sommes encore au stade d'études. Le Premier ministre a sorti d'ailleurs une note là-dessus en préconisant l'extrême prudence. Pourquoi? Le ministre de la Santé? Le ministre de la Santé, je veux dire. Parce que nous avons vu des ordonnances de médecins où c'était marqué à titre préventif. Non. Si un malade est en réanimation et que son pronostic vital est engagé et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on a essayé beaucoup de choses et que dans les cabinets ou dans les centres de recherche, on est en train d'étudier une association de molécules et qu'on l'essaye et que ça marche sur 1, 2, 3, 4, ce n'est pas encore une étude à grande échelle. Il faudrait attendre que cette étude soit publiée. Et je voudrais dire aux Camerounais qu'à titre préventif, ça ne sert à rien de se mettre là-dessus. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a des effets secondaires importants. Il y a des problèmes cardiaques avec des arrêts cardiaques et mort subite. Il y a des problèmes oculaires. Donc je pense qu'il faudrait être très prudent. Ce qu'il faudrait dire aujourd'hui, c'est que c'est pas parce qu'il existe le médicament du palu qu'on n'utilise plus les moustiquaires ou qu'on n'enlève plus les flaques d'eau. Oui. Nous avons un virus. Nous n'avons pas encore de solution. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. C'est un virus. Le virus, il mute. Il n'y a personne qui peut prouver à ce stade que ce virus qui arrive au Cameroun sera le même dans 3 mois. Donc, ce n'est pas une polémique. Il y a des études, il y a des chercheurs de très haut niveau qui sont en train d'essayer de trouver la solution. Le cas spécifique de la France et de Marseille, je ne pense pas que nous devrions le copier. Maintenant, il y a des études chinoises qui sont en train d'être faites sur ce sujet. Nous attendons le résultat des études parce que nous sommes des scientifiques et ce n'est que comme ça que nous fonctionnons. Mais il faut dire aux Camerounais, parce que j'entends des gens dire « Oh, c'est pas grave, nous avons déjà le médicament ». Non, il n'y a pas de médicament contre le coronavirus. En tout cas, en l'état actuel, sauf si le docteur et toi... Docteur et toi, c'est la prudence qui est de mise, qui reste de mise? Moi, je pense que... Par rapport à la chloroquine? Je pense que oui, c'est la prudence, parce que je suis quand même assez perplexe. On a comme l'Italie où il y a près de 600 morts chaque jour. Est-ce qu'ils sont ignorants que la chloroquine existe? La France, c'est 400 morts chaque jour. Est-ce qu'ils ne savent pas? Les États-Unis, c'est presque 500 morts chaque jour. Est-ce qu'ils ne savent pas? Donc, je suis assez perplexe. Moi, je le dis, vous savez, en médecine, il y a ce qu'on appelle également le placebo. On peut vous donner un remède. Je peux vous donner, vous souffrez, je sais pas quoi, de palu. Je peux vous donner un remède anti-hypertenseur. Oui. Mais si je vous dis que ce médicament va vous soigner le palu et que vous avez confiance, il y a quand même une chance que vous guérissiez. On appelle ça le placebo. Il faut faire très attention. Et après, il faut savoir comment ça a été traité en Chine, qui aujourd'hui devient la référence. Oui. Premièrement, c'est la discipline. Quand on a dit confinement de Wuhan, alors tout était confiné. Ils ont organisé le confinement. Personne ne sortait de chez lui. Mais ils ont pu organiser une chaîne logistique pour que, et tout ça là, avec l'armée et tout ça, pour que les gens ne meurent pas de faim et tout. Deuxièmement, c'est le traitement antivectoriel, le traitement phytosanitaire. Toutes les rues, les maisons et tout ça là étaient traitées. Ouais, justement. Vous avez vu, elles étaient traitées. On a traité l'atmosphère, on a traité l'environnement, on a traité les maisons et tout ça là pour assécher le virus circulant dans l'air. Troisièmement, c'est l'intelligence artificielle. On a mis de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils ont mis des applications
au point où tu es là à ton téléphone, s'il y a quelqu'un qui est contaminé ou qui est à risque, qui approche là, vous êtes alerté qu'il y a quelqu'un qui vient et après ça vous disparaissez. Vous savez, les gars ils sont up to date. Ils sont up to date. Bon, donc ce sont ces trois. Évidemment, ils ont construit un hôpital à la vitesse supersonique où ils ont 10 jours. Voilà, où ils ont géré à tous des problèmes de réanimation et tout ça, des cas qui ont pu réchapper de tout leur système qu'ils ont mis en place. Donc, c'est ça. Il n'y a pas eu parce que les scientifiques, il n'y a pas eu de chloroquine là-bas, il n'y a pas eu d'azithromycine, on n'en a pas entendu parler. Donc aujourd'hui, on dit un lugubre, en fait, un professeur, un virologue, un infectiologue, oui, mais de grande notoriété. Mais il faudrait quand même rassurer les Camerounais. 80% des patients qui vont rencontrer le virus ne vont pas forcément faire la maladie. Mais il reste des personnes qui peuvent transmettre la maladie. Donc, l'urgence ici, ce n'est pas d'aller acheter la chloroquine et un antibiotique, non. L'urgence, c'est comme a dit le docteur, c'est de casser la chaîne de transmission. Je pense que c'est la 6e ou 7e fois que je le dis ce soir. Mais tant qu'on n'aura pas décidé de casser la chaîne de transmission. J'ai entendu des gens dire qu'il fallait fermer les routes entre Douala et Yaoundé ou entre Douala et Bafoussam. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fermerait pas aussi entre Douala et Bertoua et après entre Douala et Maroua? Non, comme a dit le docteur Etoile, quand on parle de confinement, tout s'arrête. Et si tout s'arrête pendant 30 jours, le virus va faire marche arrière. Il ne passera pas de vous à moi, ou bien de moi à vous, de vous à votre femme, de votre femme à sa sœur. C'est une chaîne extraordinaire. Et je répète, une personne contamine 2,8 à 3 personnes. Nous sommes à 56 cas. Il faudrait retenir que ce soir, nous sommes à 56. On se donnera rendez-vous dans 3 semaines. Dans l'étude du ministre, c'est soir en soirée. Non, c'est tôt le matin. Nous donnons rendez-vous dans 3 semaines. Et vous verrez à combien de cas nous serons. Si les mesures évidentes, obligatoires et indispensables ne sont pas prises. Il n'y aura pas de demi-mesure. On devra arriver à celle-là. Oui, docteur Etoile, le gouvernement a quand même pris un certain nombre de mesures, mais on constate que les Camerounais, c'est pas trop leur fort. Ils choisissent des mesures. On sait quand même qu'il y a des coins où à 18h les bars sont fermés. Mais il reste ce phénomène de rassemblement de plus de 50 personnes. Les bars sont fermés, la porte centrale est fermée, mais les gens entrent par derrière. Oui, ça veut dire quand vous prenez une telle mesure, il faut mettre en place des mécanismes de respect et de coercition. C'est-à-dire que dire juste comme ça que ne fermez pas, après 18h fermé, ça ne suffit pas. Il faut mettre en place des mécanismes de coercition. Ça peut être par la force, c'est-à-dire que vous jetez l'armée et tout ça là dehors, ou par la loi, vous collez des amendes et tout ça là aux gens. Tant qu'il n'y a pas un mécanisme de coercition ou de pénalisation, de contrainte, ces mesures, elles ne seront pas respectées. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on estime que l'un des chaînons manquants de la stratégie nationale de lutte contre la guerre, c'est l'armée. C'est l'intervention de l'armée. Que l'armée intervienne. Hein. Oui, à plusieurs titres. Premièrement, d'abord, pour faire respecter ces mesures de confinement et tout. Deuxièmement... On n'en est pas encore là, un confinement, hein, docteur. Pour faire respecter au moins ces mesures, parce qu'il faut sillonner les quartiers. Quand je dis l'armée, ça commence à renforcer. Il y a la gendarmerie. Il y a les forces de maintien de l'ordre. Il y a la police. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut renforcer ça. Mais le docteur l'a bien dit. Je vais finir avec la question de l'armée pour dire que, en plus, la médecine militaire doit intervenir. Aujourd'hui, comme le docteur l'a dit, probablement les capacités des hôpitaux civils vont être dépassées. Et tout le monde sait que la médecine militaire est l'une des meilleures au monde. Et tout ça, elle est disciplinée, elle est ordonnée, elle est bien équipée. Donc aujourd'hui, la médecine militaire, soit c'est l'hôpital militaire, soit on mettait des campements de santé militaire. Et tout ça pour pouvoir déjà prévoir l'afflux de malades qui... Un peu comme on le voit à Mulhouse en France. Oui, docteur Ngoula. Non, je vais donner l'impression que je me répète. Mais nous avons la chance aujourd'hui, avec la télévision, avec les moyens de communication, de voir ce qui se passe ailleurs. Si à Mulhouse, ils sont débordés, si à Paris, ils sont débordés, si en Italie, ils sont débordés,
au Cameroun, on sera débordé. Ce n'est pas que le gouvernement ne fait rien. Je pense que le président de la République a pris la mesure de la situation. C'est pour ça que le 17 mars, le Premier ministre a tenu cette réunion interministérielle. Le ministre de la Santé fait beaucoup et il est entouré de professeurs de médecine qualifiés et compétents. S'il a sorti cette lettre aujourd'hui concernant l'association chloroquine azithromycine, c'est bien qu'il est au fait. Mais il y a un pas qu'il faut franchir. Et ce pas, c'est nous les techniciens de la santé qui devons le dire. Maintenant, après la mise en œuvre de ce pas, c'est les forces politiques, administratives, forces de maintien de l'ordre, forces économiques. Mais on ne pourra pas venir à bout de ça sans un véritable sursaut national. Le docteur a parlé d'un fonds. L'État camerounais n'est pas en faillite. Et l'État a les moyens de débloquer 50 milliards de francs CFA et d'affecter à la gestion de cette crise. Maintenant, tous nos opérateurs économiques, toutes nos sociétés, et puis je crois savoir quand même que tous ces dons sont à un moment donné exonérés d'impôts. Nous avons vu en France, quand il y a eu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, le grand élan de solidarité. Je pense qu'il faudrait que les Camerounais prennent vraiment la mesure de ce qui va arriver et se disent qu'ils doivent changer ce soir leur comportement et leur manière de faire. Ils doivent pas seulement éviter de se saluer. Vous avez parlé des deuils, des funérailles. Je pense que de ce côté-là, on fait beaucoup plus attention. Quand vous voyez dans une ville comme... Le marché, Dr Ngoula. Ben les marchés, il faut trouver une solution. Marché Mokolo, marché central. Mais je voulais dire, quand vous voyez à Douala aujourd'hui, l'archevêque métropolitain, Monseigneur Kelda, qui prend la Vierge et fait le tour de la ville pour prier, c'est pas parce qu'il s'agit d'un petit paludisme qui est en train de se préparer. C'est parce qu'ils ont des renseignements. Le Vatican est en confinement. L'Italie souffre. Le Cameroun va souffrir. Et nous avons l'avantage de pouvoir copier et imiter et même améliorer ce qui est fait ailleurs. Je reviendrai là-dessus jusqu'à la fin de l'émission. Les marchés, ben oui, et comme disait le docteur et toi, ben il faudrait que les forces de maintien de l'ordre interviennent. On ferme les marchés? Non. Parce que là, c'est jusqu'à... Quand le gouvernement prendra les mesures qu'il faudra, on verra quelles sont les mesures d'accompagnement. Mais en l'état actuel, il faudrait déjà que les maires d'arrondissement, le maire de la ville, j'ai vu qu'ils se sont réunis à Douala et j'encourage et je félicite cette initiative. Mais il faut qu'ils aillent plus loin. Il y a des agents de propagation, comme a dit le docteur, qui doivent se mettre à tous les carrefours, qui doivent être partout dans les marchés. On devrait vous solliciter, Equinox, Canal 2, CRTV, pour une véritable propagande, pour une information majeure. Nous n'avons pas les moyens au Cameroun, en l'état, malgré notre système de santé qui est bon, nous n'avons pas les moyens de faire face à ce qui va arriver. Ok. Docteur, toi, le 19 mars dernier, le ministre de la Santé annonçait quand même que les 2 premiers cas étaient sortis de l'isolement, c'est-à-dire étaient déclarés négatifs. Ouais. Il y a quand même de l'espoir? Vous savez, c'est le professeur Sobgui, directeur médical, qui a pris qui a coordonné la prise en charge de ces cas. Et vous avez vu le texte qu'il a publié à la fin. Il a parlé de Dieu. Il a dit que probablement Dieu est intervenu. Vous voyez, un scientifique qui est de haut niveau, qui est l'un des meilleurs médecins du pays, qui a dit que probablement la main de Dieu est intervenue. Parce que, vous savez, les virus, en réalité, ne se traite pas. C'est-à-dire que quand vous avez un syndrome grippal et tout ça, ça ne se traite pas. Ce qui tue dans le coronavirus, c'est pas le coronavirus en lui-même. C'est-à-dire que lui, il vient, peut-être qu'il vous explose les alvéoles et tout ça, machin. Après, il y a la surinfection bactérienne. C'est les bactéries qui viennent et tout ça, là, surinfecter vos poumons. Après, vous entrez en détresse respiratoire et tout, ainsi de suite. Donc, en réalité, tout ce qu'on fait, c'est du traitement symptomatique. Et tout ça, le médecin l'a dit. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que, on a eu beaucoup de chance. Mais permettez-moi de revenir un peu sur la question même des messages de sensibilisation. Aujourd'hui, le message principal, c'est chez vous et tout, machin. Mais après, il y a un problème. Quand les gens... Après, ils font quoi? Aujourd'hui, on est débordé, les médecins.
aujourd'hui par des questions. Docteur, j'ai mal ici à la côte. Est-ce que c'est le coronavirus? Tout le monde et tout ça, c'est le coronavirus. Donc tout le monde et tout ça là est débordé. Donc à un moment, il faut passer aussi des messages de simplification, puisqu'on peut pas dépister forcément tout le monde avec des algorithmes. Si vous êtes malade, si vous sortez d'un pays à risque, mettez-vous en confinement. Si vous ressentez de la fièvre, mettez-vous en isolement, attendez 14 jours et tout. Il faut un algorithme avec des informations précises pour que le numéro vert ne soit pas débordé. Même si on met 100 standardistes là-bas, ils seront débordés. Pour que les médecins ne soient pas, les urgences, les consultations ne soient pas débordées. Et parce qu'aujourd'hui, ça devenu, avec la question, je vous ai dit, de la question de la protection du personnel. Aujourd'hui, quand vous êtes en consultation, quand un malade arrive, il vous dit, docteur, j'ai la grippe, je tousse. Le médecin regarde si la fenêtre est ouverte, s'il peut s'échapper. Parce qu'il n'est pas protégé. Il y a cet afflux parce que l'information n'est pas claire. Il faut fluidifier, clarifier, envoyer des messages clairs à la population pour qu'elle sache ce que c'est que le coronavirus, les signes, s'ils sont malades, où se diriger. Le docteur a parlé aujourd'hui de réquisitionner un seul hôpital. Il ne faut pas que tous les malades se retrouvent partout dans la rue, dans la ville et tout ça. Et l'organisation du système de santé au Cameroun permet ça. Parce que dans toutes les grandes villes des 10 régions, nous avons au moins 2 ou 3 hôpitaux qui peuvent être utilisés. Si vous allez à Yaoundé, vous avez le choix entre l'hôpital central, l'hôpital de la Caisse, le CHU. Vous allez à Bertois, vous avez 2 grands hôpitaux. Vous avez à San-Mélima, vous avez un grand hôpital. C'est vrai que le ministre de la Santé a écrit, j'ai lu dans les communications, demandant à certains directeurs de libérer 50 places et de mettre un scanner. Mais 50 places, ce ne sera jamais assez. Pour parler de l'algorithme, comme disait mon confrère, le ministre de la Santé, avec son équipe, ont quand même sorti un document qui est très intéressant à l'intention du personnel de la santé. Mais, encore une fois, quand on a 52 malades détectés positifs, il y en a peut-être 20 ou 30 qui ne sont pas allés au centre Pasteur parce qu'ils n'ont aucun symptôme, mais qui sont contaminants, qui peuvent contaminer et passer la maladie. Donc, le chiffre de 52, c'est bien, mais dans quelques jours, on sera à plus de 100. Je ne suis pas un prêcheur de mauvaises nouvelles. C'est la science qui me permet de dire ça. Et la seule réponse, une fois de plus, je vais avoir l'impression d'agacer vos auditeurs, mais c'est le confinement. Et là, comme disait le docteur, les médias doivent, je n'ai pas envie de dire pour une fois, j'ai envie de dire, doivent continuer à remplir le rôle qui est le sien, le leur, c'est d'informer. Il faudrait créer dans toutes vos télévisions une émission « Allô docteur, j'écoute » et inviter un médecin 2 heures chaque jour qu'il réponde aux questions des patients, parce que comme dit le docteur et toi, ça part dans tous les sens et il ne faudrait pas que les gens cèdent à la panique. Il faudrait qu'ils puissent avoir la bonne information au bon endroit. Voilà, docteur Etoua, il y a ce fameux vol Air France. Le ministre a dû faire 2 sorties et je crois samedi dernier, parle de sur 65 testés, il y a 13 cas positifs. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Comment on fait pour les retrouver? C'est un problème. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais dire que l'extrême mesure où on aurait évité le confinement, c'est que quand qu'on identifie, il y a un manifeste. Il y a un manifeste. Et il y a une fiche que les gens remplissent à l'arrivée. Qu'on identifie, qu'on retrouve ces familles, ces passagers, ces familles, et tout ça, qu'on puisse circonscrire. Mais elles ont déjà été en contact avec la famille, c'est ça, la famille avec les amis, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en réalité, quand l'alerte, on a vu ce vol arriver, il ne devait pas être accueilli par des mesures civiles. Je parle encore de l'armée. C'est un cas militaire qui devait les récupérer. On allait les faire ce confinement obligatoire et tout ça là, peut-être dans une base militaire assez fermée et tout. Vous savez, aujourd'hui en Chine, la Chine n'a pas fermé ses frontières, mais ils ont dit, quand vous arrivez aujourd'hui, quel que soit le pays dont vous venez,
on vous met en confinement quelque part et vous payez $100 la journée. C'est vous qui payez. C'est pas l'État. Et donc, et pendant 14 jours. Donc, si tu veux aller en Chine, dans tes prévisions budgétaires, tu dois faire $100 fois 14 et tout ça là pour d'abord te mettre en confinement. On aurait pu mettre dès le départ et toutes ces mesures pour dissuader, parce que j'appelle souvent ce vol le vol de la mort. Quand j'ai vu tout ce monde affluer, ce fameux vol Air France, c'est le vol de la mort et tout ça parce qu'ils sont venus. Mais le ministre dit que c'était un vol à risque. Oui, c'était un vol hautement à risque. Mais bon, je pense que on va pas avancer en regardant dans le rétroviseur. Le vol est arrivé. Les gens sont sortis. Il y en a qui sont allés chez eux, il y en a qu'on a pu récupérer. La question, une fois de plus, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait après-demain? Je pense que, oui, les passagers ne devaient pas descendre. Oui, il y en a qu'on a même mis dans des hôtels. J'ai lu un tweet dans un journal aujourd'hui où il y a un qui était à l'hôtel, il est sorti de l'hôtel. Bon, ça va arriver, ça arrivera encore. Mais la véritable question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ne pas arriver au stade de la France ou de l'Italie? Parce que nous savons, et je le répète, que notre système de santé, bien que performant, sera saturé. Si la France est saturée, le Cameroun sera saturé. Ok. Docteur Itoa, on a eu cet exemple, on va le dire comme ça, de Angela Merkel, 65 ans, qui a décidé de se mettre en quarantaine hier, après avoir sorti les mesures pour l'Allemagne. Pas plus de 2 personnes et les restaurants fermés. Elle a décidé de se mettre en quarantaine parce qu'elle a été en contact avec un médecin testé positif. On revient après, je vous en prie, c'est l'heure du journal. Okay. Docteur, il est déjà là, Cédric Noufélé, bonsoir. Au menu ce soir, Cédric. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous évaluerons les mesures gouvernementales mises en place pour la riposte contre cette pandémie de coronavirus. Sont-elles mises en application dans la ville de Douala et dans d'autres villes du Cameroun? Par exemple, les autorités municipales ont annoncé la construction des bornes de lavage des mains dans les lieux publics et la lutte contre la surcharge dans les transports urbains. Vous verrez que rien n'a été fait jusqu'ici et les populations insouciantes continuent de violer les règles d'hygiène de base pour prévenir contre cette pandémie de coronavirus. Nous parlerons avec des scientifiques, experts camerounais et médecins de renom qui présentent une thérapie choc pour lutter contre la pandémie de coronavirus. D'autres vont même jusqu'à proposer un confinement total. Quelles en seraient les conséquences? Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et ce soir, c'est une enquête exclusive sur les circonstances réelles du décès d'un Camerounais tombé gravement malade il y a 1 semaine à Bonapriso. Il est considéré comme un cas suspect de coronavirus qui a succombé à de nombreuses maladies, mais rien ne permet jusqu'ici de confirmer qu'il a été testé positif. Pourtant, il y a une controverse autour de son décès. Nous en parlerons ce soir. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos médecins sur le plateau, le docteur Ngoula et le docteur Etoa. Madame, monsieur, place tout de suite au 20h de Cédric Noufélé. Vous sont offerts